essayer de tout adresser avec l'IA d'un seul coup, c'est là qu'on va vivre des échecs, puis c'est là qu'on va se décourager un peu, puis se dire, ah ben, je me suis fait trop promettre, par exemple, par l'intelligence artificielle. Faut y aller à une bouchée à la fois, construisons, puis améliorons des processus, c'est de façon itérative. C'est la façon d'approcher ces problèmes-là ou c'est son adoption de l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation numérique. Et voici votre chef d'antenne, Renaud. Bonjour, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Simon Dagenet, cofondateur de Yovo AI, scientifique de données et entrepreneur en IA. Simon, bonjour. Bonjour Renaud, vraiment content d'être ici aujourd'hui. Ben, super content de t'avoir. Comment ça va en cette belle journée un peu grise? Écoute, ça va super bien, vraiment content d'être ici. Genre, je peux vraiment pas me plaindre. Génial. Alors, je vais commencer. Pour les gens qui ne te connaissent pas, es-tu capable de nous faire un petit Who is Simon rapidement pour qu'on comprenne à qui on a affaire? Ben oui, tout à fait. Fait que Simon Dagenet, cofondateur chez Youvo. Je pense que tu m'as bien présenté, en fait, Renaud, les trucs principaux, mais juste donner un peu plus de background sur peut-être ma carrière ou mon parcours ou qu'est-ce qu'on fait chez Youvo. Fait que dans le fond, moi, ça fait à peu près 6 ans que je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. J'ai commencé après à travailler comme scientifique de données chez Move AI, où j'étais un des premiers employés, en fait, en sortant de ma maîtrise en économie à HEC Montréal. Puis il y a plus de parallèles qu'on pense entre l'économie puis l'IA, mais ça, c'est peut-être pour un Ouais. autre sujet de podcast. Et après avoir travaillé quelques années chez Move AI, je travaillais chez IBM, chez une autre entreprise qui s'appelle Volta Charging, qui est une entreprise basée à San Francisco, qui faisait des chargeurs pour véhicules électriques. Tout ça après quelques années, en fait, Volta, cette compagnie-là, s'est fait acheter par Shell. Puis ça a été un peu le coup de pied dans le derrière pour se dire, bon, ben finalement, c'est le bon moment pour se partir en entrepreneuriat. Puis c'est aussi chez Volta que j'ai rencontré Catherine, qui est mon associée et ma cofondatrice. Donc, il y a à peu près 3 ans de ça, on s'est dit, ben, on peut faire de la consultation en intelligence artificielle différemment, aider des startups et des PME à créer adopter des solutions d'IA, à utiliser l'IA générative, puis ces nouvelles technologies-là, pour faire des produits, des automatisations assez rapidement euh, et très efficaces. Fait que c'est un peu ça qui a parti la pratique, notre pratique chez Youvo. Mais aussi, on fait en fait beaucoup d'autres types de services que l'IA générative ou qui utiliser ces LLM pour être capable de faire des produits d'IA. On travaille aussi avec tout ce qui est la science des données, fait que faire des modèles comme prédictifs, de l'automatisation. Et on a aussi une très, très forte expertise dans tout ce qui est vision par ordinateur. Fait utiliser les senseurs, les caméras, les vidéos pour faire des modèles qui vont faire des prédictions, être capable d'améliorer la qualité des images, être capable de détecter, par exemple, certains objets ou certaines caractéristiques dans les images. Ça, c'est toute une autre pratique aussi qu'on développe. Euh, en ce moment, Yovo, c'est une petite compagnie de 7 personnes qui travaillent, qui sont toutes des spécialistes en IA. Euh, Puis on dessert surtout maintenant. En fait, on a commencé du côté de la Silicon Valley, mais aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des entreprises québécoises puis des PME comme des grosses entreprises aussi. Wow, génial. Et je pense que ça dresse bien le portrait et ça m'amène plein de questions pour toi. Euh, mais avant d'aller dans le creux du sujet de l'IA, euh, j'ai utilisé l'IA pour en savoir plus sur toi OK? et j'ai découvert que tu étais fan des échecs, ce qui jive bien avec le reste du personnage, mais aussi fan des ultramarathons. Puis là, je dois dire que t'es dans mes Ouais, cordes aussi, de junkie. nice. On pourrait voir quelque chose qui clash, mais est-ce que tu vois des parallèles entre le mindset que ça prend pour être un ultramarathonien et ou entrepreneur ou en IA? C'est drôle parce que c'est comme un peu comme comment je me définis, c'est pas par. Je suis un peu comme un jock, en même temps d'être un geek, fait que très très fan de sport. J'adore les Green Bay Packers, j'adore le football américain, j'adore les échecs, des trucs un peu plus geek. J'aime les jeux vidéo, comme j'aime genre vraiment faire du sport comme
des heures, comme beaucoup d'heures par semaine pour faire la pratique de l'ultramarathon. Fait que c'est un peu comme entrepreneur en IA, c'est un peu, il y a comme peut-être un parallèle à faire entre être très, très savvy de la technologie, des nouvelles techniques, de faire des bonnes architectures logicielles ou de développer du bon code. Ça, c'est un côté que j'adore puis que j'aime développer constamment puis constamment apprendre dans ce domaine-là. Puis le côté entrepreneur, c'est peut-être le côté un peu plus où on aime prendre des risques, on aime faire des nouvelles relations avec des clients, des partenaires, se mettre de l'avant. Fait que je me définis comme quelqu'un qui est un peu comme hybride, qui a autant le profil tu sais, d'entrepreneur que le profil de développeur, puis j'essaie de juxtaposer les deux ensemble. Puis je pense que c'est là que à être capable de faire tu sais, que mes semaines soient remplies autant de cet aspect technique-là que de cet aspect interpersonnel-là. C'est là que je me réalise le mieux comme personne, puis que j'ai le plus de fun à être capable de toucher ces deux côtés-là en même temps. Quoique maintenant, je suis de plus en plus occupé par le côté qui est moins technique à cause de la charge de gérer l'entreprise, mais j'ai autant du fun des deux côtés. Ah, génial. OK, bon, Ouais. ça explique bien les deux passions qui se Yes. confrontent. Ça explique aussi pourquoi tu dis sur ton LinkedIn que tu mentionnes une passion pour résoudre les problèmes difficiles. Est-ce que Mhm. c'est pour ça que tu as plongé dans l'IA? C'est ça qui t'a essayé de craquer le code là-dessus? Ben, tu sais, l'IA, c'est vraiment, c'est une méthode, comme c'est vraiment, c'est une pratique, c'est un outil, c'est comme un marteau. Puis je pense que, comme à la fin, tu sais, l'IA, c'est quelque chose qui nous passionne, qui est vraiment intéressant de comprendre comment ça fonctionne. C'est quelque chose qui a extrêmement de potentiel, qui est capable de résoudre beaucoup de problèmes. Puis pour nous, c'est comme utiliser l'IA, c'est une façon de le faire. Tu sais, je pense qu'à la fin, quand on aide nos clients à résoudre des problèmes, puis trouver une solution qui est simple, puis qui peut tu sais, comme avoir beaucoup d'impact, c'est vraiment là qu'on a le plus qu'on sent qu'on a eu le plus grand apport ou qu'on a apporté la plus grande valeur. Fait que oui, l'IA, c'est quelque chose qui est ultra intéressant comme méthode, mais tu sais, d'abord et avant tout, c'est de résoudre des problèmes, puis pas de le faire avec la solution la plus complexe possible ou le modèle d'IA le plus complexe, mais trouver des solutions comme simples qui apportent extrêmement de gains rapidement. C'est un peu ça le motto qu'on essaie de, de, de prioriser ou de mettre de l'avant là, chez nous. OK, ça fait du sens. Et avec ça vient aussi, tu sais, tu sais, de pouvoir simplifier, de pouvoir efficacifier ou donner plus d'efficacité aux entreprises, ben ça Exact. fait que l'IA est devenu vraiment un énorme buzzword. Est-ce que tu trouves que quand tu arrives en entreprise, il y a des idées préconçues par rapport à l'IA que tu es obligé de Hmm. souvent soit te buter contre ou de Ouais, c'est une déconstruire bonne avant de question. pouvoir commencer? Ça arrive souvent que on pense que l'IA, c'est un peu comme de la magie, puis que ça va comme résoudre tous nos problèmes. Tu sais, souvent, on voit un peu les capacités de l'IA comme plus grandes que celui parce qu'on en parle tellement, je trouve, sur LinkedIn ou dans les médias sociaux ou le, dans les nouvelles qu'on pense que comme, OK, l'IA va être capable de créer des employés virtuels, de faire tu sais, beaucoup de promesses, mais en réalité, il y a quand même il y a quand même certaines limitations à ces technologies-là. Puis je pense que la valeur qu'on apporte, c'est d'être capable de voir qu'est-ce qui va être facile de faire avec l'IA ou qu'est-ce qui va être complexe. Puis de cibler un peu mieux où l'IA est vraiment comme aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur sa capacité à résoudre certains problèmes. Mais souvent, tu sais, pour revenir à ta question, comme des fois, on va se faire tu sais, dire, ah, ok, j'aimerais résoudre ce problème-là ou automatiser tout mon processus de vente avec l'IA. Ah, j'ai des documents que j'aimerais pouvoir scanner de A à Z sur un claquement de doigts, mais c'est pas aussi simple que ça. Puis même si on est capable de faire des tests rapidement avec un Gemini ou un Claude, un ChatGPT sur tu sais, avec l'environnement, puis l'accès au modèle a été beaucoup démocratisé, ça reste que faire des tests et mettre des solutions en production, puis qui donnent la valeur constamment pour une entreprise, il y a comme c'est deux choses différentes. Fait qu'il faut un peu comme dans notre travail, ramener un peu souvent sur terre comme nos clients, puis les gens qui demandent un peu ces requêtes-là, puis leur montrer un peu comme les faiblesses. Et j'aime ça dire que l'IA, c'est un peu comme un très bon stagiaire, tu sais, qui a raison 95% du temps, mais ce 5%-là qui va avoir tort, qu'est-ce qu'on fait? Puis comment est-ce qu'on règle ce gap-là? Comment est-ce qu'on l'adresse? Parce que ça peut être
très critique pour une entreprise d'avoir une espèce de défaut dans sa façon d'utiliser l'IA ou quand l'IA répond pas correctement à tout coup, ben, il faut adresser ce problème-là. Fait que c'est important de setter ses attentes un peu sur ce, la faillibilité ou genre le fait que l'IA va se tromper de temps en temps puis que c'est pas quelque chose qui est encore parfait de bout en bout. Puis il y a des façons d'aider l'intelligence artificielle à devenir plus performante, puis il y a des façons de l'utiliser qui la rendent moins performante. Fait que un peu de jongler à travers tout ça, ça fait partie clairement de notre travail en gestion du changement, par exemple. Fait qu'on on en revient au fameux principe de Pareto, là, du 80-20, euh, qui prend, c'est le 20% qui te prend 80% de ton temps, puis le 80% qui se fait tout de suite. Je pense que c'est important, comme quand on veut faire une solution IA, par exemple, en entreprise, de être conscient c'est quoi ce 80-20-là, puis essayer de cibler de façon itérative. OK, c'est quoi mon premier 20% d'effort? Comment arriver à un 80% qui va amener beaucoup de valeur, qui va régler un problème qui est le plus courant, le plus important pour mon entreprise? Puis ensuite, d'améliorer cette solution-là, mais essayer de tout adresser avec l'IA d'un seul coup, c'est là qu'on va vivre des échecs, puis c'est là qu'on va se décourager un peu, puis se dire, ah ben, je me suis fait trop promettre, par exemple, par l'intelligence artificielle, je me suis fait dire des choses qui étaient fausses, mais faut y aller, allons-y comme une bouchée à la fois, construisons, puis améliorons des processus de façon itérative. Je pense que c'est la façon d'approcher ces problèmes-là ou c'est son adoption de l'intelligence artificielle. Et je vois très bien pourquoi tu t'entends bien avec Jonathan. On Ouais, parle du 80-20 souvent, puis on parle souvent aussi, Jonathan revient souvent sur ouais, et à la fois. Euh, exact. c'est un peu le même principe. Tout Mais à fait. justement, en parlant de magie puis de grandes promesses en IA, en ce moment, il n'y a pas de plus grande promesse que les fameux agents. Mhm. Euh, de ta perspective, qu'est-ce que tu penses qui est réellement déployable aujourd'hui en entreprise côté agent? Il y a beaucoup de choses qui sont faisables du côté des agents. On voit beaucoup de code d'utilisation dans la gestion de données. Tu sais, il y a beaucoup encore de PDF, de données qui sont très genre mal structurées, puis qu'on veut intégrer dans des systèmes d'entreprise comme un CRM, un ERP. Fait que ça, des agents tu sais, qui sont bons pour regarder les données, demander une validation, par exemple, à un utilisateur. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de cas d'utilisation de ce côté-là qui sont comme dans ma tête des low-hanging fruit parce que il n'y a pas beaucoup d'incertitudes sur le fait que l'IA est capable de faire ça. Puis il y a beaucoup de tâches, puis beaucoup de temps qui est déployé vers ces tâches-là. Donc, ça serait un premier use case. Je vois beaucoup d'agents en ce moment qui sont très, très utiles quand on connecte en fait un agent IA avec la documentation interne dans une entreprise. Fait que je pense que comme pour les PME au Québec, puis pour les entreprises en général, le vieillissement de la main-d'œuvre puis le taux de roulement, c'est un problème qui persiste. Fait que avoir des agents qui sont au fait de la documentation, au fait des règles, au fait des projets passés, qui sont capables d'aider les nouveaux employés à se onboarder, à être capables en fait, de valoriser les connaissances d'une organisation. Ça a extrêmement de valeur euh, pour beaucoup. Puis ensuite, je pense que comme il va y avoir beaucoup d'agents, tu sais, comme puis ces agents-là, un peu qui sont basés sur notre documentation, sur nos connaissances, ça permet ensuite de créer des agents qui sont plus des assistants de travail, en fait, puis qui sont capables de nous aider à accomplir des prochaines tâches, comme faire des appels d'offres, par exemple, être capable de répondre rapidement à faire une soumission, être capable rapidement de créer de la documentation pour la réglementation. Par exemple, il y a beaucoup de création de documentation où il y a encore beaucoup de cas d'utilisation qui sont intéressants. Euh, Reste que maintenant, tu sais, je pense que comme il y aura aussi de plus en plus de solutions existantes comme Gemini Enterprise ou Copilot qui vont devenir de plus en plus performants puis qui vont être capables tu sais, d'aider les entreprises à rapidement tu sais, adopter des outils performants. Fait que c'est c'est un milieu qui évolue comme constamment puis c'est difficile de je pense que les codes d'utilisation pour les agents, finalement, sont assez. Il y en a qui vont rester comme assez généraux, comme ceux que je viens de mentionner. Mais il y a aussi beaucoup de codes d'utilisation qui sont très, très spécifiques à nos problématiques. Fait que je pense que comme il faut toujours poser la question, c'est quoi les tâches que je répète constamment qui ne demandent pas beaucoup de réflexion, qui en fait c'est beaucoup de retranscription, puis beaucoup
de collecte puis d'agrégation de données. Ces tâches-là sont souvent très prêtes à être automatisées par un agent. On va continuer dans la trame du Mhm. buzz. En ce moment, on parle de modèles comme ce qui se passe avec Sora 2, dans la super génération, et toutes sortes de modèles synthétiques partout. Quelle tendance que tu vois qui pourrait réellement aider les PME? Tu sais, on s'entend qu'instaurer Sora dans une, dans une usine, pas certain que ça serve à grand-chose, à part de faire rire les employés, mais sinon, est-ce que tu vois qu'il y a des trends qui pourraient vraiment aider les PME, les entreprises au Québec? Ouais, j'en vois plusieurs. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de tâches manuelles qui prennent extrêmement de temps. En fait, nous-mêmes, chez Youvo, comme petite PME de 6 employés, on s'est même fait notre propre IA pour nous aider avec toutes nos tâches administratives. Puis, tu sais, ça en dit beaucoup sur à quel point, tu sais, on est une entreprise de 6 employés. Bien, of course, que c'est notre dada, puis c'est qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on connaît. Mais on s'est développé notre propre agent pour faire toute notre facturation de façon automatisée. Fait qu'on s'est développé, dans le fond, un agent IA qu'on a connecté avec Claude, mais qu'on aurait pu connecter avec ChatGPT, par exemple, qui est connecté avec notre système pour le login aux heures. Donc, dans le fond, c'est à chaque fois qu'on travaille sur un mandat client, on log nos heures dans une plateforme qui s'appelle Clotify. Puis ensuite, on fait notre facturation dans Xero. Fait qu'avec comme quelques connexions à travers ces systèmes-là, on a été capable d'automatiser comme beaucoup de ces processus-là en, puis d'accéder en fait à ces commandes-là avec le langage. Puis en comme presque comme quelques jours de travail, on se sauve à peu près une journée complète d'administration par semaine. Fait que c'est comme juste un petit code d'utilisation, genre vraiment simple, mais qui a eu beaucoup de valeur pour nous, puis qui nous a permis tu sais, d'enlever genre extrêmement de temps, genre sur nos opérations quotidiennes, puis sur l'administration. Puis si ça fonctionne pour Youvo, qui est une très, très petite entreprise, très agile, je pense que ça peut fonctionner pour beaucoup d'entreprises qui ont aussi beaucoup de systèmes qui sont un peu indépendants, où les données sont storées de façon un peu différente, puis de venir colliger l'information, puis de créer de la nouvelle documentation, un nouveau rapport, une nouvelle pièce de travail. Je pense qu'il y a tellement de potentiel de ce côté-là. Fait que ça, puis juste pour, je vais pas rentrer trop dans le technique, mais une de des tendances, en fait, qui fait que ça devient de plus en plus facile puis possible de créer ces agents-là, c'est une technologie qu'on appelle MCP. Seulement c'est un gros mot, un acronyme juste pour dire que maintenant, de connecter un agent avec des applications externes comme ton Google Drive, comme ton application Xero ou ton système de facturation, ton système comptable, c'est de plus en plus possible. Fait que maintenant, les agents peuvent facilement connecter avec toutes ces applications-là, obtenir de l'information, puis la cracher sous le format qui est désiré. Mais moi, je pense que c'est ça, tout ce qui est administratif. Il y a beaucoup, beaucoup de cas d'utilisation. J'aime aussi les fonctionnalités Deep Search pour des entrepreneurs, des clients qui cherchent des opportunités, qui essaient de répondre à une question, qui essaient d'avoir de l'information de comme dizaines de sources Internet ou de dizaines de sources de données en comme un clic. Il y a extrêmement de valeur à ça. Ça peut nous aider de partir de zéro à peut-être un 80% de connaissances comme extrêmement rapidement de façon colligée, synthétisée. Fait que je pense que ça dépend vraiment un peu des cas d'utilisation, mais autant comme du côté de l'accès à l'information que du côté de la connexion de différents systèmes propriétaires, puis parler avec nos données. Il y a beaucoup de cas d'utilisation de ce côté-là qui peuvent vraiment permettre d'alléger tout le fardeau administratif puis d'opération d'une entreprise. Intéressant. Puis justement, en parlant de termes comme les MCP, qui sont un peu, si je le comprends bien, un peu comme les API qu'on connaît maintenant. Tu sais, ça ouvre des portes, puis ça permet Mhm. la translation entre les trucs. Euh, on est dans des trucs très techniques. On est dans des différents mindsets aussi parce que justement, à cause de l'IA, je pense que ça nous permet de monter au-delà de juste la connaissance technique pure, puis d'avoir des techniques, des généralistes plus que des spécialistes. Mhm. Et en ce moment, les talents en IA, on s'en en demande, on en arrache partout. En tant que personne qui embauche des talents en IA, qu'est-ce que tu cherches qui est comme nouveau en ce moment dans des talents? C'est une bonne question. On cherche toujours chez Youvo des ninjas un peu qu'on aime dire là. En fait,
des gens qui ont beaucoup d'autonomie puis beaucoup de capacité à régler comme différents problèmes ou qui sont capables tu sais, d'apprendre rapidement une nouvelle technologie. Mais je pense que c'est comme l'importance, par exemple, tout ce qui est en IA génératif, puis je vais un peu séparer la pratique de Yuvo dans différentes catégories, mais pour tout ce qui est comme IA génératif, tu sais, l'automation de processus, création d'agents. Avant, on avait beaucoup besoin de connaissances en intelligence artificielle, en comme comment créer un modèle. Maintenant, ces connaissances-là sont comme moins requises parce que le modèle est déjà créé. Par contre, on a quand même besoin des réflexes qui sont propres à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on valide une solution, comment est-ce qu'on observe le modèle en production, comment est-ce qu'on s'assure de la bonne performance de ça, comment est-ce qu'on échafaude une solution pour s'assurer que la documentation est bien connectée à notre modèle. Ça va quand même encore prendre des réflexes un peu plus sur des connaissances de l'intelligence artificielle, mais j'ai l'impression que maintenant, un développeur logiciel qui est déjà curieux par rapport à l'IA, puis qui s'y pose, puis qui a déjà commencé à expérimenter, est très bien capable de faire ce travail-là parce que les connaissances en IA sont de moins en moins requises. Fait que, mais de plus en plus, développer de l'intelligence artificielle va commencer à ressembler à du développement logiciel traditionnel ou standard à au fur et à mesure que utiliser les modèles deviennent plus simple. Puis aussi, l'accès à ces modèles-là est aussi beaucoup plus simple. Tu sais, c'est souvent sous forme d'API, par exemple, ou sous forme de demande tu sais, sur une connexion Internet. Donc, moins en moins de développement de modèles, plus en plus de connexion de différents modules, puis de connexion de données avec un modèle IA, commence à ressembler de plus en plus à du développement logiciel standard. Les connaissances en IA aident à mieux comprendre le tout, puis à mieux savoir comment le système fonctionne, puis comment comprendre ses limitations. Fait que ça va toujours demeurer un peu nécessaire. Puis ça, c'est plus pour la partie agentique. Je pense que pour la partie ensuite vision par ordinateur, sciences des données, là, c'est là qu'il y a le plus d'expertise en intelligence artificielle est toujours requis. C'est savoir comment entraîner un modèle, comment le servir, comment le déployer dans une application qui est utile puis qui va toujours être performante en production. Ça, c'est un sujet qui demande beaucoup d'expertise, d'expérience parce que ça reste un domaine qui est euh, crafty, j'ai envie de dire, où il y a un peu comme d'artisanat qui va toujours être nécessaire à savoir c'est quoi la meilleure façon d'échafauder. Ça reste quand même un art autant qu'une science, là, j'ai l'impression. Là. Fait que ça pour dire que comme les skills ou les compétences vont vraiment varier en fonction du type d'application qu'on développe. Donc, ce que je vois, c'est que tu sais, les gens qui sont capables d'avoir des connaissances pointues, mais aussi d'être capables de le placer en contexte, puis d'être capable de penser au-delà du pointu, c'est ça qui va permettre de jouer avec l'IA. Tu sais. C'est pas besoin de se mémoriser toutes les données puis les petits bouts de code spécifiques parce que ça, Mhm. on y a accès de plus en Exact. plus facilement avec l'IA, mais de voir où les failles pourraient venir, c'est ça qui reste important. Exact. Je pense que c'est important d'anticiper un peu ça va être quoi tu sais, les problèmes qu'un utilisateur va rencontrer à la solution qu'on développe. C'est quoi les cas. En fait, un bon modèle d'IA, une bonne solution d'IA est quand même résiliente aux changements qu'il peut avoir dans une entreprise, tant au niveau des données qu'il y a des cas d'application. Fait que même si on développe un agent, puis tout d'un coup, il demande une tâche qui n'était pas habitué de faire, ou on lui donne un nouveau document genre d'un format qu'il n'a jamais vu, ben là, il y a des chances que cette solution-là soit moins performante qu'on l'aurait anticipé. Fait que comment est-ce qu'on surveille ça? Comment est-ce qu'on on, on anticipe ces cas-là? Comment est-ce qu'on signale à l'utilisateur que on doit s'attendre à une performance qui est moins bonne à cause d'un certain cas d'utilisation un peu plus niche? C'est comme tout un peu ces réflexes-là qu'on veut être capable de se poser puis d'anticiper, en fait, là, quand on développe une solution. Et justement, en parlant d'anticiper puis de se projeter, pour l'année 2026 qui arrive, est-ce que tu vois qu'il y a des choses sur lesquelles ou des manières de fonctionner que les entreprises vont devoir avoir pour pouvoir être les plus compétitives possibles en IA? Mon Dieu, ouais, je pense que ça évolue à une vitesse comme tellement folle que je pense que ceux qui décident d'attendre vont clairement un peu payer le prix de ça. On voit comme clairement, tu sais, différentes entreprises. On travaille avec différentes entreprises, d'autres des entreprises savent que c'est un problème, puis qui commencent déjà à se faire une espèce de plan d'action, de gestion de changement, de commencer à
intégrer l'IA dans tout leur processus. Puis la première étape de ça, ça va être de comme juste commencer à utiliser les produits qui existent puis qui sont disponibles comme sous la main. C'est un peu genre ça que je recommande à des entreprises s'ils veulent pas, ils savent un peu pas où aller ou pas commencer. Ça pas où commencer. C'est comme vous avez souvent des processus qui sont critiques, on pourrait regarder puis passer en profondeur puis trouver des solutions comme extrêmement, puissantes. Mais il y a aussi tellement genre d'outils comme tu sais, Gemini, Copilot, ChatGPT qui sont là pour vous. Puis il faut savoir comment bien les utiliser, bien les rentabiliser pour ensuite bâtir là-dessus, puis bâtir une culture aussi où le réflexe, ça devrait être ben, cette tâche-là, comment est-ce que l'IA peut m'aider à la faire plus rapidement puis mieux? Je pense que c'est comme toujours cette question-là qu'on doit se poser. Puis ça va rester vrai, peu importe ça va être quoi le nouveau modèle ou la nouvelle tendance qui va sortir en 2026, parce que ça, c'est difficile à prévoir, mais je pense que comme, qu'est-ce que je vois, moi, personnellement, j'entrevois en 2026, c'est une amélioration puis une consolidation de ces outils-là qui sont comme copilotes qui sont sortis un peu trop rapidement. Puis des fois que la performance était peut-être laissée à désirer. Moi, j'anticipe en 2026 une grosse amélioration de beaucoup de ces outils-là, puis peut-être beaucoup de gains pour ouais, exactement être facile à aller chercher, juste à mieux utiliser ces outils existants-là, comme je l'ai dit. Fait que moi, ça sera ça mon gros conseil pour 2026 aux entreprises. Les gens aiment ça faire des prédictions. Mhm. Il y a des chiffres comme 40% des applications d'entreprises utiliseront des agents IA d'ici 2026. Crois-tu que c'est des chiffres qui vont se refléter au Québec? Est-ce qu'on est un peu en arrière? Est-ce qu'on est un peu en avant? Est-ce que, Hmm. d'après ce que tu vois sur le terrain? C'est une bonne question. Comme j'ai l'impression que chez Youvo, on attire les entreprises qui sont ambitieuses puis qui veulent, ben, comme OpenMind, j'imagine qu'ils veulent du changement, qui sont pas satisfaits du statu quo, qui ont un peu le désir de On a un faire biais mieux. positif, là. Fait que j'ai clairement un biais positif par rapport à ça. Tu sais, je pense que c'est difficile pour moi. Il y a comme un biais de sélection, puis ça, c'est mon côté économiste. Tu sais, qui rentre un peu là-dedans, mais j'ai clairement un biais. Mon étude est pas standardisé ou je pense pas que j'ai un sample qui est représentatif. Mais j'espère que oui, puis tu sais, j'espère que 40%, ça me semble même bas. Tu sais, je pense que dès qu'on utilise un chat GPT ou un Claude, ou ces solutions-là sont des agents en théorie. Parce que tu sais, un agent, c'est un LLM qui interagit avec différents outils, avec différentes données, avec différents systèmes. On pourrait, tu sais, cette définition-là est assez large, puis dans ma tête, comme ces solutions-là qui sont out of the box, ce sont des agents. Est-ce que c'est des agents ensuite custom? Est-ce que c'est des solutions qu'on est allé venir peaufiner, venir augmenter peut-être d'une façon qui est propre à notre entreprise? Ça, 40%, je trouverais ça peut-être un peu élevé. Tu sais, dans ma tête, genre, ces chiffres-là devraient être plus bas, mais pour des solutions qui sont comme un peu vanille, j'ai l'impression que 40%, ça serait un objectif qui est bas. On pourrait viser plus haut comme au Québec, là. On est capable de faire mieux. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait, euh, disons, on a une entreprise X qui installe ses premiers systèmes, ses premiers process avec de l'IA. Est-ce qu'il y a une manière ou un mindset ou une manière de fonctionner qui pourrait faire en sorte que cette solution-là ait un impact durable et non qu'elle s'écroule aussi vite Hmm. qu'elle a été construite? C'est une bonne question. Je pense que c'est toujours important de s'assurer de la bonne utilisation de nos solutions, s'assurer que sont utilisées parce que sinon, comme l'investissement qu'on fait peut ne pas être à la hauteur de ce qu'on s'attend. Moi, je pense que dans une organisation, c'est important de mettre, tu sais, de désigner des personnes qui vont être un peu accountable de ça, puis tu sais, de s'assurer qu'il y a des personnes qui sont responsables, qui sont des champions de l'intelligence artificielle, puis des solutions qu'on crée. Fait que, tu sais, la performance devrait pas, tu sais, ça devrait être clair dans le fond. C'est qui les personnes responsables, c'est qui les personnes qui vont comprendre un peu les besoins des utilisateurs dans les différentes équipes pour s'assurer que les solutions
répondre directement à ces besoins-là. Fait que je pense que oui, comme entreprise externe, on peut guider puis donner des guidelines pour s'assurer de ce bon changement-là, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de temps puis beaucoup d'habilités qui reviennent à l'entreprise de se dire, bon, ben là, ces projets-là, c'est des projets que je dois mettre de l'attention, du temps, puis aussi désigner des personnes qui vont se dire, bon, ben, OK, le succès de l'IA, ça fait partie dans ma cour, puis c'est quelque chose que je dois être de championner, en fait. Fait que ça serait ça un peu mon autre conseil pour les entreprises. Ça serait, assurez-vous d'avoir des personnes qui vont comprendre vos besoins en IA, comprendre c'est quoi les bons cas d'utilisation de l'IA, puis qui vont s'assurer que les utilisateurs aient les bonnes connaissances, puis le bon mindset pour utiliser ces solutions-là aussi. Fait que c'est un mélange de beaucoup de choses, j'ai l'impression. En rebondissant là-dessus, Ouais. clairement, tu es passionné par le sujet, mais qu'est-ce qui te garde motivé quand un projet va pas? Tu sais, des fois, Hmm. ça peut être pour un million de choses, mais des fois, l'intelligence artificielle, on le sait tous, elle veut pas collaborer. Ouais. Puis il faut rester motivé là-dedans. Qu'est-ce qui Mhm. vient te driver là-dedans? Bonne question. Je pense que quand ça fonctionne moins bien, puis que peut-être on n'a pas les résultats qu'on veut, je pense que c'est important de se poser la question, ben, est-ce qu'on adresse le bon problème, puis est-ce que on a tu sais, la bonne méthode? Fait que, tu sais, de reframer le problème, puis d'y repenser, puis d'avoir un nouveau plan d'attaque. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie tu sais, de nos projets de façon assez récurrente. Tu sais, il faut être agile, puis être capable de se retourner sur un dissous, puis dire, OK, mais finalement, on n'a peut-être pas eu la bonne approche du premier coup. Voici qu'est-ce qu'on pense qui est mieux. Fait que je pense que c'est motivant, je pense, dans ce cas-là, de dire comme un client ou tu sais, un collaborateur, de dire comme, OK, ben, on a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. On savait qu'il y avait un risque, on avait peut-être identifié, mais comme, voici la ligne d'attaque. Puis là, c'est comme, il faut que ça fonctionne, faut que ça marche parce on ne peut pas se tromper un million de fois dans les projets qu'on fait. Fait que je pense que c'est de. Puis à la fin, tu sais, qu'est-ce qui motive le plus, c'est de voir un client de l'autre côté dire, hey, cette solution-là était vraiment nécessaire pour moi, puis maintenant, je suis capable d'accomplir telle tâche en 80% en moins de temps je suis capable maintenant d'avoir telle information auquel je n'avais pas accès. Ça va toujours être comme qu'est-ce qu'on vise tu sais, dans l'ensemble de nos projets. Si on n'a pas trouvé la bonne façon au début, c'est de savoir comment atteindre cet état idéal le plus rapidement possible, puis de façon agile. Bonne réponse. Ben, merci. Là, on va y aller pour une couple de questions en rafale, plus léger. Let's go. Alors, si je te dis Sora ou Midjourney? On n'est pas tant des gros utilisateurs de génération vidéo, sincèrement. Mais je pense que je dirais Sora, qui me semble un peu plus performant. OK. Controversé, controversé. Ton outil IA amusant, disons, du moment là, avec lequel tu aimes jouer, ça peut être autant ludique que juste toi, dans tes temps libres, tu aimes faire des maths, je devine. Mon Dieu, je pense que genre je dirais Gemini, c'est mon outil de genre que j'utilise, on est sur le Google nous, fait que j'adore Gemini, Deep Search, puis je pense que c'est moins ludique, mais c'est très très utile. Ludique, c'est très large, ça dépend des gens. Demain matin, ta mère vient te voir puis te demande qu'est-ce que je peux faire avec l'IA? Qu'est-ce que tu lui dis? Ma mère est professionnelle de la santé, puis elle utilise déjà l'IA beaucoup en fait là, Ah, wow! OK, cool. dans son milieu de travail, fait qu'elle utilise Plume IA. C'est une entreprise québécoise qui fait de la transcription automatique de notes. Donc, elle utilise beaucoup ce logiciel-là pour accélérer son processus de dossier. Puis ma mère, je dirais pas grand-chose à lui enseigner, là. Elle est très, très tech savvy, elle aussi. OK. Puis, dernière, disons que tu veux faire un wow à quelqu'un, vers Mm. quel logiciel tu vas pour Euh, émerveiller? c'est une bonne question. En fait, je pense que moi, si je veux faire un wow à un client, je vais utiliser Cursor, qui est comme mon logiciel de création de code, mon IDE. Puis je vais demander à Cursor de me développer une application rapide avec un dashboard ou un front-end qui va être écrit sous forme de code. Fait que un peu comme Lovable, mais de plus de façon, un peu plus technique, je pense. Fait que Cursor, c'est clairement mon outil pour générer du code ou des preuves de concept extrêmement rapidement.
qui permet des fois, comme quelques heures, de montrer un prototype à un client. Fait que je pense que Cursor serait la réponse choisie pour ça. Génial. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Simon. C'est très intéressant comme conversation. Ça m'a vraiment fait plaisir, Renaud. Merci de m'avoir accueilli. Super. Et merci tout le monde d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.